Son petit frère lui dit souvent au parc, mon frère il va pas te répondre parce qu'il est autiste en fait, il parle pas. On estime que c'est un peu, de toute façon, à cause de vous que votre fils est dans cet état-là. Tous les jours au président de la République, il fallait aller poster tous les jours un courrier au président de la République. Et un jour, le président de la République lui a répondu. Et à un moment donné, je commence à me dire, il est peut-être temps de mettre les choses en place et de faire des diagnostics pour Logan. Et là, il me dit, non. Effectivement, Logan, il a quelques soucis, mais je ne pense pas que ce soit intéressant, voire même important, de mettre un nom à la pathologie dont peut-être probablement vous pensez. Du genre, vous n'avez pas ma part de métier, en fait. Quelque chose m'a dit, ne l'écoute pas, va chercher parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ensuite, je retombe sur un hôpital au Kremlin-Bicêtre. Apparemment, il y avait une petite unité qui s'appelait la Fondation, quelque chose comme ça. Après, j'ai aussi très honnêtement envie de les oublier également. Donc là, il y a une meilleure prise en charge. Donc plein d'examens sont faits. Et à ce moment-là, quand les examens sont faits, enfin on commence à toucher à la pathologie, du moins on se rapproche. Donc là, on me dit que Logan est un autiste atypique. Selon eux, mon fils serait un enfant qui a effectivement des troubles autistiques, mais étant donné qu'il avait fait des tests avec eux où lorsque il lui présentait un objet et qu'ensuite il le faisait disparaître et que mon fils le recherchait, c'était un signe qui voulait dire qu'il n'était pas autiste parce que, selon leur explication, il devait, une fois que l'objet n'était plus sous ses yeux, ne plus s'en rappeler et passer à autre chose. Mais seulement lui, il insistait. Je me suis dit, c'est bien, il a encore la mémoire. Donc, mais au-delà de tout ça, avec tous ces petits rituels, toutes ces manières de jouer avec ces voitures, avec des couleurs bien définies qui sont le jaune, le bleu, le rouge, l'alignement qui est correct, on se dit, mais avec ça vous évoque pas que le petit a vraiment quelque chose. On estime que c'est un peu, de toute façon, à cause de vous que votre fils est dans cet état-là. Alors là, j'ai craqué parce que ça faisait la 3e fois en très peu de temps. J'ai dit, c'est pas grave, au moins j'ai réussi à avoir une ordonnance qui me permet de mettre en place des séances d'orthophonie. Et de là, j'ai envoyé un courrier à l'hôpital Trousseau, qui s'occupe spécialement, on va dire, de la psychologie des enfants. Et il fallait écrire un courrier. On a attendu 18 mois. Oui, c'est long. On a attendu 18 mois. Et donc, il est parti à l'école. On a mis une ASEM à sa disposition. Donc, il y allait que le matin à l'école. C'était de 8h à 11h30. Et puis, après, arrivé en grande section, il a refait la grande section parce que justement, il n'y avait pas d'issue, il n'y avait pas de proposition. Et de la maternelle, il n'est plus parti dans une école ou autre jusqu'à ce que... Voilà. Alors, pour Logan, et toi, ça a été le même parcours pour toi à peu près? Non. Alors, comment ça s'est passé? Non, moi en fait, donc c'est mon premier enfant. Je crois que c'est à partir de ces 1 an et demi comme ça, je voyais des trucs, il ne s'intéressait pas trop aux autres enfants. Par contre, il était hyper sociable, il souriait beaucoup, il regardait dans les yeux, etc. Mais je sais pas, c'est quand tu parles d'instinct, je sais pas, c'est un feeling, je sais pas. C'est un truc, je me dis non. Et quand j'ai donné naissance à son frère, donc ils ont 2 ans d'écart, j'ai vu un peu la différence. Mais c'est pas des différences au niveau de la motricité ou quoi, mais je sais pas, c'est vraiment un truc, c'est imperspective. On peut pas. Et puis,
il parlait, mais quand il parlait, c'était pas des blabla, quoi. Mhm. C'était j'ai soif, j'ai faim, je veux sortir. C'était vraiment un vocabulaire de fonction. Il n'y avait pas de oh, regarde le ciel. Enfin, et il passait des heures à jouer tout seul. Et en fait, je pense que c'est beaucoup les autres, et parfois leur malveillance, parce que le monde est assez normé quand même. Oui. C'est pas qu'ils m'ont mis la puce à l'oreille, parce que. Mais en fait, ils arrêtaient pas de faire des commentaires ah, il est pas comme les autres, il est dans son univers. Et en fait, je me suis dit mais pourquoi je vois pas moi? Enfin, pourquoi pour moi je me dis bon, bah, il a son caractère? Et en fait, je suis allée me faire diagnostiquer, parce que je me suis dit. Et en fait, donc j'ai fait des tests et j'ai un TDAH, enfin, j'ai pas le H, TDA, trouble déficitaire de l'attention, HPI, mais HPI, j'y crois. Enfin, ça correspond à aucune vérité scientifique, donc. Et TSA. Du coup, je me suis dit, d'accord. Et en fait, on avait décidé avec mon conjoint, enfin son père, de ne pas le mettre à l'école, mais c'était vraiment un choix de vie familiale, parce que moi, en fait, j'ai un emploi du temps assez modulable, souple. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas. Quand on fait l'école à la maison, il y a l'éducation nationale qui vient tous les ans pour vérifier où ça en est. On avait eu un premier contrôle avant le confinement. On ne savait pas qu'il allait y avoir le confinement et c'était horrible. Enfin, l'inspectrice était super, mais celle qui faisait passer les exercices, elle était vraiment... Non mais il m'a pas regardé là. Hein. Non mais il communique pas en fait. Et moi j'ai dit, je sais pas d'où ça m'a sorti, je sais pas si c'est genre Dieu qui m'a dit ça. J'ai dit non mais il y a une suspicion d'autisme alors qu'on avait rien fait. J'avais pas vu de médecin, j'avais rien, enfin j'avais juste lu des trucs sur internet là. Et elle a dit ah d'accord, ok, bon bah allez à Robert Debré faire des tests, etc. Mais il y a eu le confinement. Et Robert Debré, c'est 2 ans d'attente. Et je me suis dit bon en fait j'avais peur qu'on nous dise de le mettre à l'école si on n'avait pas le diagnostic en fait. Donc le confinement est passé, etc. On a eu un deuxième contrôle pour l'année d'après. L'inspectrice était une autre et comme par hasard, elle travaillait au service de scolarisation des enfants handicapés. Et donc j'ai discuté avec elle, le conseiller pédagogique c'était un ancien prof dans une classe avec des personnes autistes. Et là en fait voilà, elle m'a conseillé, tout ça. Et moi en fait je suis allée dans le libéral parce que je ne pouvais pas attendre 2 ans et demi. Donc j'avais des économies, mes économies sont passées dans le diagnostic. Ce qui retarde aussi le diagnostic, c'est que quand un enfant va faire quelque chose, on va partir du principe que soit il est mal poli, soit ses parents le mettent pas assez au coin, soit on lui crie pas assez dessus, et ça retarde les diagnostics. Et, alors je sais, enfin en tout cas moi de ce que j'ai observé, quand il s'agit en plus de personnes qui sont pas blanches, et en plus des personnes qui viennent de quartiers dits populaires, là c'est terminé. On dit que les parents ils sont laxistes et l'enfant il est en galère dans toute sa scolarité. Parce qu'on ne peut pas se dire que ah, maintenant cet enfant, ah maintenant il a peut-être un problème. Non, forcément il chahute dans le métro, c'est qu'en fait, soit ses parents le frappent trop, soit les parents le frappent pas assez, parce que c'est très bien que les parents en Afrique ils sont un peu comme ça, et je le vois systématiquement ça retarde. Non seulement on se dit que les enfants, de toute façon, c'est des diablotins, donc quand ils font des trucs, c'est pour faire chier. Soit ça rajoute, s'ils ne sont pas blancs, s'ils viennent d'un quartier populaire, etc. Et en fait, c'est horrible pour les enfants. Et surtout quand l'handicap n'est pas physique. Oui, exactement, c'est ça qui est... Moi, j'en ai été victime 3 fois. Et c'est le véritable problème, il est là. Il faut que lorsqu'un handicap soit reconnu, il a besoin d'être dessiné quelque part pour qu'on puisse l'accepter, le tolérer. Et quand vous voyez des enfants avec des jeunes mamans comme nous qui habillons les enfants comme si c'était normaux, parce qu'à une certaine époque, les enfants handicapés, dans le style, on les voyait tout de suite. Aujourd'hui, ils se fondent dans la masse. Enfin, pour les mamans comme nous, bien sûr. Mais juste ça fait que la mesure, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne parce que, effectivement, moi aussi, j'étais dans un quartier populaire, dans un département très populaire. Donc là-bas, on essaye absolument de faire des économies, on essaye de filtrer au maximum ceux qui méritent de bénéficier de ce type de prise en charge, parce que sinon, c'est pas la peine. Aujourd'hui, Logan, il va avoir 17 ans. 17 ans, alors, entre cette période où on découvre la maladie de son enfant et jusqu'à 17 ans, quel est le rapport, qu'est-ce qui retient le rapport affectif au-delà d'être une mère?
parce que la maladie épuise. Bien sûr. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, Logan et toi, vous êtes quand même certainement relativement fusionnels, très liés. Qu'est-ce qui fait tenir? Qu'est-ce qui fait tenir? J'ai envie de tout simplement voir le bout du tunnel de cette histoire avec mon fils. Et c'est pour ça que je me dis, chaque jour, j'ai la hargne. Bon, genre, des fois, je peux être fatiguée comme n'importe quelle maman, mais pour Logan et pour les autres également, je me dis, je dois tenir. Je dois tenir parce que c'est moi le pilier de la maison. Si moi, je suis morte, tout tombe. Tout tombe et je me dis, je suis super contente quand je vois ma grande fille, elle va être en master en septembre. Quand je vois que la deuxième, elle a passé son bac, elle a eu un 3e trimestre vraiment extraordinaire. Donc je me dis, mais en fait, ma cocotte, malgré le boulet que tu as, qui est l'autisme et non pas mon fils, bien sûr, je me dis, mais c'est trop bien, c'est trop bien. Après, il y a des jours, comme je vous le dis, je flanche, je pleure, je suis épuisée, j'en peux plus. Mais le lendemain, c'est un autre jour. Et je me dis, c'est ce que je peux donner à mes enfants, en particulier à Logan, c'est de ne pas faire sentir ça sur moi et de me dire, bon, ça va aller, c'est pas grave. Et c'est comme ça que ça m'a permis de structurer, on va dire, mon quotidien avec ma famille et faire en sorte que malgré cette maladie, on arrive à vivre. Moi, j'ai très vite renoncé, je ne suis pas restée dans un déni pendant des années. Moi, quand le verdict, après les 18 mois d'attente, il est tombé, c'était une douche froide, glacée, congelée, tout ce que vous voulez. J'en ai chialé. Le lendemain, je me suis levée, j'ai dit on y va. C'est intéressant ça, parce que tu parles de verdict, comme si c'était une condamnation. Si, quelque part, parce que je savais qu'il y avait quelque chose. Vous savez, quand vous savez qu'il y a quelque chose, mais la vérité arrive progressivement et puis on croit se préparer et on se dit on va être fort à ce moment-là, mais quand ça tombe, on se dit ah ouais putain, ah ouais c'est quand même, c'est réel. On se dit toujours peut-être qu'entre-temps il y allait avoir un échappatoire et que peut-être que les choses allaient être moins grave, moins compliqué et que en faisant ci ou en faisant ça, on sortirait immédiatement de cette situation. Mais là, quand on vous dit c'est l'autisme, sévère à 80%, vous vous dites ah ouais, là c'est chaud, il va falloir mettre la patate, il faut gérer les deux autres, parce qu'à l'époque il n'y avait que les 2 grandes sœurs. Donc on se dit là, j'ai pas le droit à l'erreur parce que si je ne me lève pas, qu'est-ce que je vais donner comme exemple pour l'avenir à mes enfants? Là, tu es mère, tu es maman de 3 enfants, superbe, malgré la maladie. Qu'en est-il de ta vie de femme? Alors, ma vie de femme, à ce moment-là, déjà, je n'étais plus avec le papa, ça, c'est clair. Je l'ai mise en stand-by. Donc, déjà, j'avais pris beaucoup de poids par rapport à toute cette histoire. Déjà, de nature, je ne suis pas non plus mince. Donc, j'ai commencé à mettre tout ce qu'il fallait en place pour mon fils. Et 2-3 ans après, j'ai eu le déclic. J'ai commencé à prendre soin de moi. Parce que déjà, il faut gérer ce qu'il faut faire avec l'enfant. Rythmer sa vie par rapport à ce quotidien qui va être désormais votre quotidien à vie. Et puis ensuite, après, vous commencez à penser à vous commencez à faire du sport, à perdre du poids. Et puis, une fois que vous arrivez à jongler avec votre vie de femme intérieure, là vient la vie avec les hommes. Donc, pendant cette période-là, il était hors de question de me mettre avec qui que ce soit. Effectivement, je ne vais pas mentir, j'avais des aventures. Et la plupart ne savaient pas que j'avais un enfant autiste. Parce que pour moi, j'estimais que ça ne les regardait pas, étant donné que je ne me projetais pas dans l'avenir avec ces gens. Donc pour moi, il était inutile d'en parler. Alors, qu'en est-il de toi? Déjà, moi, je vois pas l'autisme comme une maladie. Moi, je dirais plutôt que c'est la société qui est malade et qui crée des personnes mal... Enfin, comment dire
En fait, la société, encore une fois, elle a tellement de normes, de choses à respecter, ça n'a aucun sens. En fait, ça n'a aucune réalité biologique. Il faut manger à cette heure-ci parce que c'est l'heure de la pause, mais j'ai pas faim. Et en fait, mon fils, il m'a vraiment, j'ai vraiment suivi ça. Et en fait, je dirais que c'est des spécificités et que en fait, la société, elle n'est pas adaptée à eux. Du coup, ça fait que, bah oui, ça crée des personnes qui sont pas dans la norme et du coup qui sont différents et du coup, on les met dans des institutions. Et vraiment, en fait, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai trouvé ça vraiment horrible. Je me suis dit, en fait, les personnes qui ne correspondent pas à une norme établie, on les met dans des instituts, on les met dans des écoles spécialisées. Je me dis, mais est-ce que c'est ça le monde qu'on veut? Enfin, je me dis, mais vraiment, c'est... Et c'est pareil pour les personnes qui ont des problèmes mentaux, on les... Et je trouve ça hyper violent et je te rejoins dans le fait de... En fait, moi, mon enfant, j'ai pas envie qu'il se dise que c'est lui qui est bizarre. Je veux qu'en fait, ils se disent... moi, quand je lui explique, je lui dis, en fait, t'as des besoins différents des autres, t'as des spécificités différentes des autres. Alors toi, t'as besoin d'être accompagné à l'école, tu peux pas rester toute la journée parce que ça te fatigue. Tu dois faire ça et ça parce que ça va t'aider, etc. Mais... Est-ce qu'il assimile comme enfant? C'était il y a 3 jours, il m'a dit « Maman, ça veut dire quoi, autiste ?» Lui, ça n'a pas de sens. Ouais, pour le moment. Oui, il se dit, son petit frère lui dit, il le dit souvent au parc, mon frère, il va pas te répondre parce qu'il est autiste, en fait, il parle pas. Moi, la chose qui a été le plus difficile, c'est vraiment le regard des gens. Parce que, mon fils, comme tu dis, c'est invisible. Donc, les gens, quand ils vont voir une personne, un enfant avec un style un peu spécial, par exemple il ne supporte pas les vêtements sur lui, donc il est en short toute l'année avec des grandes chaussettes, il s'habille tout en rose, c'est sa couleur préférée, il a un plaid qu'il met tout le temps partout et il a un doudou Bob l'éponge, c'est genre la suite de son bras, même pour la douche, même à la piscine, même il le tient, il l'a toujours. Et je vois les regards, enfin là ça va, mais je voyais les regards des gens. Il y a une période où il était dans le métro, il mettait un casque de vélo, son casque anti-bruit, ses lunettes de soleil. Et il sentait les gens, comme ça, pour rentrer en communication. Et moi, en fait, il y a 2 choix. Soit tu mets un coup de pression à ton enfant pour qu'il arrête, mais ça va pas... il va faire une crise, il va péter un câble, il va pas comprendre. Soit tu fais un travail sur toi et tu dis, ça va aller. Et ma neuropsy, elle m'avait dit, elle avait dit, en fait, avoir un enfant en situation de handicap, c'est gérer son anxiété sociale. Parce qu'à un moment donné, en fait, tu peux pas tout le temps dire arrête. Parce que, en fait, il peut pas faire autrement en plus. Il y a une période où à chaque fois, il allait... Vraiment, il me fait trop rire. Il y a eu une période où il avait son intérêt spécifique, c'était Booba, le chanteur. Il reproduisait toutes les chansons de Booba. Il regardait des photos de Booba sur internet et il me mettait en scène avec une casquette, et son objectif c'était d'aller voir des gens et dire toi t'es Booba, toi t'es tout le temps, tous les garçons noirs il allait les voir, toi t'es Booba, moi j'étais là genre. Moi j'ai eu l'expérience avec l'enfant d'une amie qui était grand, lui il était adulte et déjà son truc c'était le président de la République. Alors, il écrivait tous les jours au président de la République, il fallait aller poster tous les jours un courrier au président de la République, et un jour, le président de la République lui a répondu. La persévère. Christophe. Moi, je suis croyante, et à chaque fois qu'il m'arrive des choses dans ma vie, je me dis, quel est l'apprentissage derrière, et qu'est-ce que ça va me permettre de faire, en fait? C'est quoi, en fait, pourquoi J'ai jamais pensé que c'était une punition, parce que des fois on peut rentrer dans des trucs comme ça, mais en fait j'ai tellement prié pendant ma grossesse, parce qu'en plus c'était une grossesse où j'étais seule, enfin j'étais avec mon conjoint de l'époque, mais mes parents, bref c'était la catastrophe, émotionnellement c'était un peu dur, et j'ai tellement prié, enfin vraiment je passais mes journées à prier, je me dis ça peut être qu'une bénédiction. Ça ne peut pas être autre chose. J'ai tellement prié, je disais, faites que mon enfant soit en bonne santé, que ça se passe bien. Et là, je me suis dit, c'est quoi le message derrière? Sans dire que les personnes en situation de handicap, elles sont là pour qu'on se guérisse, parce qu'ils sont là aussi parce qu'ils ont le droit de vivre, parce qu'ils sont juste là. Mais c'est vrai qu'en fait, j'ai appris énormément de choses. J'ai appris à arrêter de regarder le regard des gens, enfin, de vraiment m'émanciper du regard des gens.
En fait, j'ai toujours foncé dans ma vie. Je pense que, comme toi, de toute façon, les femmes noires, on sait, hein, on est fortes, même parfois c'est un peu, on porte beaucoup sur nos épaules. Mais là, ça me donne un espèce de truc de... Ah ouais, Dieu, il m'a confié cet enfant-là. Exactement. Ok. Ah Je peux le ouais. faire. Ouais, je peux le faire. Et tout à l'heure, tu disais, on n'a pas le choix. Et pour valoriser tout ce que tu fais, moi, je dirais, on a le choix. Et on a fait le choix de les accompagner, même quand c'est dur. Et je trouve que ça valorise tout ce qu'on fait aussi. Exactement. Parce que souvent, les mamans ont dit non, mais on n'a pas le choix. Bah si, on pourrait dire, dire, bon bah écoute, c'est comme ça, bon là, il a rendez-vous, j'ai pas envie, j'ai pas d'argent. Il y a plein de gens qui font ça. Mais non, on fait ça parce qu'on est animé par l'amour. Je crois qu'à un moment, il faut fédérer parce que vous parliez de femmes noires, d'enfants noirs. Déjà que il est difficile déjà d'être noir sans être autiste, sans être handicapé. Alors j'imagine qu'en plus, qu'il faille vraiment faire un travail conséquent pour pouvoir accompagner des parents, accompagner des enfants. Parce que est-ce que c'est le seul enfant autiste dans la classe, c'est le seul enfant autiste dans l'école? C'est pas le seul enfant autiste du quartier ou de la ville. Ben, moi Comment j'ai... on se rencontre pour en En fait, discuter? moi j'ai écrit, c'était il y a un an, j'ai écrit un spectacle de sensibilisation à l'autisme pour un jeune public ou des parents ou quoi. Parce que je suis comédienne et en fait quand on a pris la décision que Amir aille à l'école, d'ailleurs il s'appelle plus Amir, il s'appelle Chablan, il se fait appeler Chablan, faut pas l'appeler autrement parce que sinon c'est terminé, Chablan. Mais même à l'école, hein, partout, c'est genre Chablan. Et quand on a pris cette décision-là, je me suis dit, moi j'ai pas envie qu'il soit juste l'enfant chelou qui vient les matinées et que voilà, c'est tout. C'est pour moi, c'était vraiment une violence en fait. Je veux qu'il soit considéré. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais faire une intervention dans la classe pour expliquer. Puis je me suis dit, bah non, je suis comédienne, je vais faire un spectacle. Et en fait, j'ai écrit ce spectacle, j'ai joué le spectacle à la fête de l'école. Et là, il y a plein de parents qui sont venus me raconter tellement de choses. C'est ça? Qui m'ont parlé de, oui, comment on fait, on va où? Et puis d'autres personnes qui disent, bah moi, ma fille, elle est handicapée, mais on m'a pas cru. Comme tu disais, on me dit qu'elle faisait la comédie, que c'était moi qui faisais pas bien. Enfin, des enfants qui viennent me parler, qui me disent, oui, moi aussi j'ai un cousin, je sais pas quoi faire. Enfin, et ça, ce genre d'initiative, ça fédère en fait, parce que je pense que les gens ont vraiment besoin de parler et ont besoin d'être rassurés que en fait, c'est pas leur faute. Et pour toi, quel est son avenir? Pour moi, quel est son avenir? Bah, je perds pas espoir. Je perds pas espoir parce que je sais qu'avec les autistes, ça peut se mettre en place tardivement et rattraper ce que vous avez appris en 30 ans. L'autiste, en 3 ans, il a tout assimilé. Il a tout assimilé, donc je perds pas espoir. Mais vraiment, vraiment pas du tout. Cet autisme m'a fait grandir, m'a fait mûrir et m'a permis de m'affirmer. Parce que également, avant, je bronchais pas trop parce que je suis pas de nature à être violente. Mais par contre, quand on me provoque, après ça peut péter. Moi, je suis d'un extrême à un autre, j'ai pas de juste milieu malheureusement. Mais là, ça m'a permis de savoir ce que je voulais avec les professionnels. Après tout, je payais, c'était pas l'État, donc si quelque chose ne me plaît pas, je parle, je dis, vous ne me convenez pas, je sens pas qu'il y ait une fluidité entre vous et mon enfant, donc il est préférable que nous arrêtions les séances. Et Chablan alors? Chablan, en fait, donc, cette année, c'était sa première année en collectivité. Donc ouais, je me suis rendu compte, c'est bien d'avoir, en fait, je suis un peu, pas en colère, mais bon. En fait, ce qui était prévu, la psychiatre, elle avait prévu qu'il aille dans une classe spéciale avec des enfants autistes. Dans une école classique, on va dire. L'inspectrice académique, elle a dit non, il faut qu'il essaye l'école ordinaire avec une AESH. Donc en fait, après voilà, on apprend. Mais en fait, je suis un peu dégoûtée parce que je me dis, en fait, il a quand même passé une année où il a appris des choses, bien sûr, mais bon, il ne parle pas du tout à l'école, il n'a pas fait le spectacle. Enfin, je me dis, il y a beaucoup de choses qui m'ont blessée. Je pense que lui, ça ne l'a pas blessé. Je pense que lui, il était... Après, il m'a posé des questions. Pourquoi je ne suis pas comme les autres? Pourquoi? Enfin, donc moi, je veillais bien à ce que voilà, ils ne se disent pas, il y a les autres et puis il y a moi. J'essaie toujours d'expliquer avec pédagogie. Mais moi, là, c'est compliqué en fait. Je me dis, où est sa place? Où est-ce qu'il pourrait apprendre? Je me dis, dans une classe Ulysse, mais en fait, le gouvernement, en fait, il donne de moins en moins de place. Il ferme de plus en plus de classes Ulysse. Je me dis, pourquoi les classes Ulysse? Les classes Ulysse, en fait, c'est des classes spécialisées pour les personnes en situation de handicap. Il peut y avoir
des enfants dyslexiques, Ouais, différents dyspraxiques, signes. TDA, tout ça. Et en plus, ça, il n'y en a pas dans toutes les villes. C'est-à-dire qu'en fait, on va là où il y a de la place. Donc, ça peut être à Sceaux, ça peut être à Bourg-la-Reine, ou ça peut être à Asnières. Donc, moi, là, pour l'instant, ouais, je me dis, bon, où est sa place? Et puis après, j'essaye. J'ai de la chance d'avoir des professionnels qui sont vraiment top, top, top. Et elles me disent, en fait, pour les apprentissages, ben, c'est comme toi. Il y a pas de souci, en fait. Il va apprendre. De toute façon, les personnes autistes, elles ont un truc genre, il y a quelque chose qui les intéresse, déclic. Là, les chiffres, lui, enfin, il sait lire des grands chiffres, il sait faire des opérations avec des grands chiffres, enfin vraiment. Après, par exemple, il écrit encore en lettres bâton et en phonétique. Jusqu'à pas très longtemps, il mettait encore des couches. Donc ça, c'est vraiment un accomplissement de cette année où il a dit, quand le paquet il est fini, j'arrête. Ah ouais, d'accord. D'accord. Malgré tout. Ouais, ouais. Et il a arrêté, après ça a été... Ouais, il a arrêté, mais ça a été dur parce qu'il avait vraiment peur. Il pleurait et tout ça. On n'a pas lâché. Je l'ai rassuré, tout ça. Et c'est vrai que ça, c'est des choses qui sont difficiles aussi parce que parfois, il y a des choses qui se font. Mais ça, c'est encore une fois, c'est aller se soigner soi-même parce que pour nous, c'est de la douleur. Oui. Alors qu'en fait, c'est un passage qui va permettre quelque chose. Exact. Et parfois, on peut... Moi, je sais que j'ai pu être comme ça, et après, les choses, on apprend, et je ne regrette pas du tout. J'ai pu parfois, en fait, sentir qu'il y avait un moment de souffrance, mais pour moi, mon enfant à l'intérieur qui avait été tellement blessé, pas pour lui, parce que c'est un passage, et que du coup, j'ai dit, bon, c'est pas grave, on fait pas. Alors qu'en fait, peut-être que l'apprentissage, on apprend aussi... pas dans la douleur, parce qu'on ne va pas souffrir pour rien, mais je veux dire, c'est parfois des passages en fait, c'est normal que ce soit difficile. Mais bon, bref, donc là par rapport aux toilettes, bah, on a tenu et maintenant voilà, il va aux toilettes. Après, bon, il y a des rituels, il reste 1 heure. D'accord. Il a mis des photos de chiffres partout dans les toilettes. Ah, c'est bien. Voilà, il a son rituel, il a son petit coussin. Il me fait rire, vraiment, il me fait trop rire. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a des fois où je me dis, bon, où est sa place? Et après, je me dis, il y a du calme. Les apprentissages, il va trouver sa place de toute façon. Je le sais. Il y a plein de choses, on ne le sait pas, mais il y a plein de choses qui ont été... il y a plein de personnes autistes qui ont créé des choses formidables. Enfin, comment il s'appelle? Elon Musk, je crois, il est autiste. Oui. Tu fais genre... Ah bon. Il y a plein de personnes en fait avec des parcours atypiques et qui n'ont pas été les premiers de leur classe. Exact. Et qui n'ont pas parlé, qui s'en sont sortis. Là maintenant, ce que j'aimerais, pour l'année prochaine en tout cas, le CE1, c'est voilà, qu'il y ait un réel projet d'inclusion en fait. Après c'est difficile parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas la formation, ils n'ont pas le temps. Donc moi je peux donner mon possible, mais c'est vrai que la parentalité d'un enfant en situation de handicap, c'est une parentalité atypique en fait. Moi quand je vois dans les parents d'élèves, parce que je me suis inscrite aux parents d'élèves, de la vie facile. c'est pas qu'ils ont vu la vie facile, mais oui, alors on va parler des rats qui sont dans la cour. Moi, je m'en fiche. Déjà, accepter mon enfant, donner-lui une vraie place. Il y a des choses, en fait, où... Et pourtant, j'ai un deuxième fils, hein, et c'est important pour moi, mais c'est vrai que ça permet de regarder la vie d'un autre... Ouais. Enfin, là, par exemple, mon enfant, il correspond plus à certains niveaux, à une certaine norme. Il travaille bien en classe, il dit bonjour, merci, il parle à tout le monde, etc. Donc les professeurs sont là, moi franchement ça me fait, je suis contente, mais c'est vraiment ça me fait ni chaud ni froid. Pour moi le plus important c'est que lui soit bien. Oui. En fait on regarde les choses d'une autre, Sous un autre angle. Franchement. Et je suis contente de ça, parce que je m'embarrasse plus de choses qui épuisent en fait. Totalement. Il veut mettre du rose, mais qu'est-ce que mettre du rose de toute façon Personnellement, là on est dans la phase où Logan va devenir adulte. Va falloir mettre comment on appelle le truc juridictionnel pour la tutelle. Voilà la tutelle. Ensuite, là on rentre dans la structure d'adulte où il aura son appartement, où il y vivra de manière constante on va dire, et puis il reviendra uniquement les week-ends et pendant les vacances. Il pourra au moins participer, enfin du moins partager des choses avec nous. Et ce que j'ai appris c'est qu'il est prioritaire également dans les structures d'adultes dans Paris. Parce que moi, je me voyais le ramener dans une province ou assez loin. Je me disais, bon, il va falloir jongler pour aller chercher tout ça. Pas encore trop de contraintes parce qu'il est encore là.
Il faut aller le chercher tous les vendredis à 14 h afin d'échanger avec les éducateurs, la psychologue, l'infirmière, le médecin. Et il faut être disponible. Donc il faut trouver aussi le taf qui va accepter toutes ces choses. Et quand il y a un souci et qu'on vous appelle pour venir récupérer votre fils, ça aussi, il faut trouver l'employeur qui va tolérer toutes ces choses. Donc il faut y penser à toutes ces choses dans l'avenir, mais seulement il faut savoir à quel moment on en parle aux parents. Mais quand même, j'ai jamais accepté que son petit frère il a un rôle d'aidant, qu'il m'aide moi à aider Chablan. Enfin, j'étais vraiment attentive à ça, à ce qu'il soit, c'est son petit frère. Et il n'a pas, entre guillemets, pas subir, mais en tout cas, voilà, il a aussi sa vie d'enfant à vivre. Après, ça va, il la vit plutôt bien. En tout cas, moi, au bout de cette conversation, ce qui en découle, c'est qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'espoir, beaucoup de belle énergie, et puis de bel héritage malgré tout. On parle d'échéance, on parle de maladie ou de non-maladie, mais ce qui je me rends compte, c'est que ça vous a décuplé votre force de femme. Grave. Alors que c'était censé, franchement... Au départ, vous êtes des mamans vaillantes, comme on dit. Certains diraient des potomitans pour les femmes créoles. Mais vous êtes surtout des nanas extraordinaires parce que accompagner et accueillir un être d'une dimension extrême, hein, parce que comme on ne sait pas vraiment mettre des mots sur l'autisme jusqu'à présent, quelque part, on a une ambition à définir et puis à développer. En tout cas, moi, je suis ravie d'avoir fait ce passage avec vous et avec beaucoup d'émotion. Moi, j'ai travaillé avec un autiste, Samuel, qui est un des meilleurs comédiens que j'ai vu. Samuel ne disait pas un mot au travail, sinon il était tout le temps très excité, il adore Johnny Hallyday. Et moi, un jour, je suis allée le voir jouer au théâtre et le gars, il parlait, quoi. Et il faisait des tirades et tout, et c'est un des meilleurs comédiens que j'ai jamais vu. Et son frère a écrit un livre sur lui. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'on accompagne ces êtres humains, qu'ils soient petits, grands, c'est qu'on découvre beaucoup sur soi-même. Oui. Beaucoup sur soi-même. En tout cas, merci pour ce rendez-vous. Merci. Je suis très contente de t'avoir rencontré. Chablan et Logan, en tout cas, Chablan. J'aime beaucoup sa façon de voir l'autisme de son fils. Après, c'est pas le même que le mien parce que s'il est totalement différent, l'autisme que tu vis et l'autisme que je vis. Donc forcément, on ne peut pas avoir le même champ de vision. La maladie est la même, mais sous une autre catégorie. Et du coup, j'aime beaucoup. Ça se voit que t'es artiste, hein, je tiens à te le dire. Hein, Comment ça se voit? Ça se voit, ça se voit. Bah oui. Des fois, ils ne comprennent pas mieux que toi. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Moi, j'ai accompagné pendant longtemps un enfant schizophrène et le psychiatre, un jour, il m'a dit « Je ne comprends pas comment vous y arrivez, pas moi. » Je dis « Moi, je suis là, j'attends. » This music, God bless this music.